Bien, merci de votre fidélité. Donc ce soir, on va essayer de réfléchir à ce phénomène très, très curieux qu'a été Daesh. En français, on a choisi de garder l'acronyme arabe de Daesh, alors qu'en anglais et en italien, qui suit toujours l'anglais maintenant, on dit ISIS ou ISIS en italien, qui veut dire Islamic State in Iraq and Syria. Il faudrait dire ISIL, Islamic State in Iraq and the Levant, puisque en arabe, le terme veut dire Dawla Islamia fil Iraq wa Sham. Dawla veut dire État, et du reste, entre eux, en dialecte, même en français, les gens disaient Dawla. Et, ou avec la prononciation maghrébine, Doula. Comme si, pour l'insistance sur le fait qu'il y avait un État, c'était très très important. Et en particulier parmi les djihadistes prisonniers en France. Et je vous raconterai tout à l'heure comment j'ai fait moi je vous en ai déjà parlé, de la conférence à la prison de Villepinte. Je sais encore jamais. C'était un peu comme avec vous, mais pas tout à fait le même public. Et donc l'État islamien islamique en Irak et Sham. Alors Sham, vous allez voir, c'est un terme qui veut dire la région du Levant, mais en arabe, ça a des connotations religieuses et islamiques et messianiques très fortes. On va revenir là-dessus. Donc on va voir comment c'est mobilisé. On ne savait pas trop comment appeler ça en français. Et je me souviens, j'étais en Tunisie, à l'époque de François Hollande, dans une visite que faisait le Premier ministre de l'époque, qui depuis s'efforce de faire une carrière en Catalogne, Manuel Valls, et il y avait aussi Laurent Fabius, et ils ne savaient pas comment appeler, parce que État islamique, ils appelaient ça l'État islamique, comme le faisaient les djihadistes. Mais si vous appeliez ça État islamique, vous donniez aux djihadistes le bénéfice de dire nous sommes un État islamique, l'État islamique. Et il y a par exemple la Mauritanie, alliée de la France entre autres, qui s'appelle État islamique de Mauritanie. Donc il fallait trouver autre chose. Et donc il y avait Laurent Fabius, Manuel Valls, l'interprète présidentielle, une Libanaise qui m'éblouit toujours par sa capacité à interpréter, c'est très impressionnante, et puis votre serviteur. Et donc ils m'ont dit, Gilles, qu'est-ce que tu suggères? Et je leur ai dit, il faut les appeler Daesh. Ils m'ont regardé avec stupéfaction, ils m'ont dit pourquoi? Ils m'ont dit parce que c'est une manière de les réduire à ce qu'ils sont et non pas à ce qu'ils prétendent être. Et d'ailleurs, personne ne sait ce que ça veut dire. Tant mieux, puisqu'ils sont un truc. Ah bon, tu crois? Bon. Et puis finalement, ils ont gardé ça, ils l'ont soufflé à Hollande, qui, bon, était pas très, Hollande n'est pas très bon en langue, il a peut-être d'autres qualités, mais pas celle-là. Et tout ça est enregistré. S'il revient président de la République, j'ai plus qu'à m'exiler dans le Tessin. Et Valls était tessinois aussi, vous savez. Et Hollande l'appelait Dash, comme une lessive. Ça fait partie de... Donc, mais c'est pas grave, ça semait encore plus de confusion. Or, eux ont détesté se faire appeler Daesh. Ça les a rendus furieux. Heureusement qu'ils ne savaient pas que c'était moi, parce que j'avais déjà été condamné 3 fois à mort. Sans cela, ça m'aurait valu une condamnation encore plus sérieuse.
Et ils ont, quand a été créée cette entité que vous voyez sur la carte, là, ils ont interdit explicitement d'utiliser l'appellation Daesh en arabe. Parce qu'il fallait dire Dawla Islamiyya, État islamique. Pourquoi? Parce que leur État islamique, entre guillemets, avait une vocation universelle. Il allait s'étendre au monde entier. Et ça aurait été réducteur de le limiter seulement à l'Irak et au Levant. Le Levant, globalement, en français, on désigne par là principalement la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et Israël, si vous voulez. Donc, généralement, parfois on met l'Irak dedans, mais l'Irak est surtout sur le golfe Persique. Il n'a pas de façade méditerranéenne, vous direz la Jordanie non plus, mais c'est plutôt cette population-là, mais en même temps qui parle des dialectes qui sont assez semblables, assez interconnectés. Et justement, cet été, au forum de Lugano, si vous y venez, au Middle East Mediterranean Summer Summit, on a tout un thème sur le Levant. Est-ce que le Levant, on en parlera lors de la dernière séance, est-ce qu'on va avoir une renaissance du Levant aujourd'hui avec les difficultés qu'a la péninsule arabique, le fait que les prix du pétrole ne se font plus en Arabie maintenant, mais aux États-Unis, etc. Ça, on y reviendra la dernière séance. Donc, c'est un phénomène très curieux, Daesh, qui n'a pas vraiment d'équivalent à ce point et avec cette intensité dans l'histoire, sauf peut-être les châteaux des assassins à l'époque médiévale. Vous savez que le mot assassin en français vient de l'arabe hashishin, c'est-à-dire les fumeurs de hashish, puisque c'était le nom que donnaient à leurs victimes, aux sicaires, c'est-à-dire aux porteurs de couteaux, sicari, qui soit étaient en Iran, soit plus exactement dans la région montagneuse de Syrie, et qui s'introduisaient aussi bien auprès des nobles croisés que des musulmans trop tièdes à leur égard pour les tuer, et qui créaient une sorte de terrorisme dans l'islam médiéval. Alors, ils avaient des repères, et comme des repères de bandits, mais ils n'avaient pas un territoire aussi énorme. Et bien sûr, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, car sans les réseaux sociaux, pas de Daesh. Et là, on parle, avec ça, dans la zone qui est assurée, là, verticalement, entourée par la dentelure noire, on parle au moment où cette carte est faite, juin 2015, on a pris la plus grande extension, c'est à peu près 8 millions de personnes sous administration, 3 fois la Belgique, donc 50 fois le Tessin, et 40 fois, je n'en sais pas. Donc c'est quand même très important. Et vous voyez, il y a la petite ligne en pointillé rouge au milieu, qui est l'ancienne, qui est de nouveau la frontière syro-irakienne qu'ils ont abolie, et qui était en fait la frontière établie par les accords Sykes-Picot de 1916 entre Lord Sykes, qui était le Foreign Office Secretary britannique, et Georges Picot, le ministre français des Affaires étrangères, qui s'était partagé ainsi, avec des ciseaux et une règle, l'Empire ottoman, les territoires arabes de l'Empire ottoman. Les Anglais, surtout eux, ayant promis aux Arabes l'indépendance, mais en réalité ayant d'autres plans en tête. Et ce qui avait fait les mandats
de la Société des Nations, français et anglais, sur la Syrie et le Liban pour la France et sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak pour le Royaume-Uni. Et donc, cette frontière Sykes-Picot, dans toute l'histoire arabe contemporaine, y compris chez les nationalistes qui n'étaient pas islamistes, c'était considéré comme un traumatisme gigantesque, comme le symbole de la manipulation coloniale, de la division délibérée pour régner des puissances européennes qui divisaient les Arabes des uns des autres. Ça allait bien pour la rhétorique, mais quand, après les indépendances, des régimes ont pris le pouvoir dans ces différents pays, ils ont conservé les frontières, parce que ça leur était très utile. Ils ont conservé la frontière irakienne, la frontière syrienne, parce que ça permettait de contrôler des États, vous voyez. Alors que, justement, Daesh a aboli cette frontière. Et ils ont, le jour de la proclamation de l'État islamique, le 29 juin 2014, le jour de la fin du Ramadan, donc la fête, lorsque le porte-parole de l'État islamique a proclamé donc la création de l'État, ils l'ont marqué par la diffusion d'une vidéo qui avait été tournée quelques jours auparavant sur cette frontière, où on voyait un djihadiste chilien, d'origine palestinienne mais chilien, avec un bulldozer qui était en train de démolir le poste frontière. Et ça, bien sûr, ça avait une dimension qui n'était pas seulement islamo-islamique, mais qui s'adressait à l'ensemble des Arabes, frustrés des accords Sykes-Picot, par les accords Sykes-Picot, qui leur disaient, oui, les régimes nationalistes, eux, ils ont parlé mais ils n'ont rien fait, nous, on le fait. Et on va rétablir un immense État sunnite qui va permettre de réaliser le rêve de l'unité arabe détruite. Pensez aussi à un autre symbole intéressant. Donc, la dernière fois qu'il y avait disons, une sorte d'État musulman universel qui avait une dimension à la fois religieuse et politique, enfin plus ou moins, c'était l'Empire ottoman. Le sultan ottoman, qui était, on appelait d'ailleurs Constantinople, ça ne s'est appelé Istanbul que sous la République turque d'Atatürk. Donc le sultan de Constantinople, sultan en arabe ça veut dire sultan, c'est celui qui a la force militaire, le pouvoir, était également calife. On appelait le sultan calife. Calife, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui vient de l'arabe khalifa, qui veut dire le successeur d'eux, le lieutenant d'eux, celui qui remplace le prophète, qui exerce l'autorité non seulement politique, mais également spirituelle. Donc le souverain à qui on doit la même allégeance qu'on devait au prophète. Et donc l'Empire ottoman ne régnait pas complètement sur tous ces territoires. Par exemple, dès l'expédition de Bonaparte en Égypte et après, l'Égypte garde une allégeance de façade au calife d'Istanbul, une allégeance religieuse, mais en même temps, l'État est devenu largement indépendant. C'est émancipé. Et vous aurez une dynastie locale qu'on appelle les Khedives, qui aboutira au roi Fahd et au roi Farouk à la fin, avant Nasser. Mais néanmoins, il y avait toujours cette espèce d'entité qui voulait qu'il y ait un empire islamique, disons, avec ce calife. En 1924, le calife disparaît, l'Empire ottoman est démantelé, dépecé par les puissances victorieuses de la guerre de 14. Au Levant, donc, la France est en Syrie et au Liban, le Royaume-Uni reste, l'Égypte est... il y a une monarchie du roi Farouk, du roi Fouad, puis du roi Farouk, mais
qui est largement sous contrôle britannique. L'Afrique du Nord est française, la Libye est italienne, etc. Donc, on entre dans un monde d'États-nations et de lutte anticoloniale qui sera portée par des États-nations qui reprennent ces frontières, hein, Tunisie indépendante, l'Algérie indépendante, et on voit bien que ça persiste aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, l'utopie califale disparaît. D'accord ? Lorsque le 10 juin, c'est-à-dire peu de temps après 15 jours avant la proclamation du califat, les djihadistes irakiens s'emparent de Mossoul, seconde, troisième ville d'Irak, énorme, majoritairement sunnite dans un pays qui est majoritairement chiite quant à lui. L'armée irakienne, très corrompue, part sans combattre, s'enfuit. Les officiers ne sont pas là, les soldats sont laissés à l'abandon. Et les gens de Daesh, les djihadistes, s'emparent d'un énorme arsenal tout neuf que les Américains avaient fourni à l'armée irakienne. Des chars très modernes, des armes, enfin, des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'emparent tout de suite du bâtiment du consulat turc à Mossoul. Pourquoi le consulat turc à Mossoul ? Parce qu'ils descendent le drapeau de la République de Turquie et ils hissent à sa place le drapeau de l'État islamique, du califat islamique, si vous voulez, montrant par là symboliquement qu'ils reprennent une tradition, ils restaurent un califat qui était le califat dont la dernière manifestation, c'était l'Ottoman en 1924. Vous voyez ? Alors, il lui donne une toute autre dimension, bien sûr, très idéologique, mais ils s'inscrivent dans ce type de symbole. Donc, ils essayent de manipuler des symboles comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé avec cette force. Il y avait des velléités de cette manière-là. Donc, la dimension utopique, la dimension messianique de Daesh est très importante et on va voir comment elle s'est créée. Quand on a parlé d'Al-Qaïda et de Daesh dans les séances précédentes, je vous avais dit, je crois, que Al-Qaïda était un mouvement pyramidal, donc Ben Laden, Zawahiri prenaient les décisions, elles étaient mises en œuvre. Par exemple, ils donnent l'ordre d'envoyer des gens apprendre à piloter. Ceux-ci ensuite sont envoyés dans les avions du 11 septembre et à ceux qui sont chargés de piloter, ceux qui sont chargés d'égorger les passagers, etc. Mais ensuite, les gars du 11 septembre meurent et ils n'ont aucun rapport avec la population américaine. Si vous voulez. Il y a un acte spectaculaire qui se produit dans la sphère des médias télévisuels de l'époque, puisque Al-Qaïda est contemporain de la télévision par satellite. Il n'y a pas d'Al-Qaïda sans Al Jazeera. On fait des choses très spectaculaires, à très large spectre, pour des milliards de téléspectateurs, si vous voulez. Mais d'une certaine manière, c'est trop large. Et il n'y a pas véritablement de lien efficace entre le message télévisuel et la mise en œuvre concrète des choses. Ce qui fait que Al-Qaïda, au fond, ne va pas vraiment réussir à mobiliser suffisamment large, contrairement à ce qu'ils avaient espéré. Et Al-Qaïda s'inscrit plutôt dans une logique de ce qu'on pourrait appeler
de prémillénarisme, c'est-à-dire, si vous connaissez un peu les mouvements évangélistes, les prémillénaristes annoncent l'arrivée du royaume des cieux, travaillent pour hâter son avènement, mais ne considèrent pas qu'il est advenu sur terre. D'accord ? En revanche, Daesh, qui lui fonctionne dans un monde complètement nouveau, qui est le monde virtuel des réseaux sociaux, et le moment où l'idéologie qui va donner lieu à Daesh se met en place, le début 2005, correspond avec cette troisième Saint-Valentin, ce cours très important. La première Saint-Valentin, c'était celle le 14 février 1945, quand Roosevelt, sortant d'Yalta, rencontre Ibn Saoud, le roi d'Arabie, et dit « Mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole », qui crée une espèce d'ère du pétrole dans la région, qui est peut-être en train de prendre fin, ou en tout cas qui aujourd'hui se revient vers les États-Unis. Le deuxième, c'est la fatwa de Rushdie, le 14 février 1989, on en a parlé. Et la troisième, c'est ce 14 février 2005, quand, en Californie, YouTube reçoit sa licence d'exploitation. Et ça va changer le monde. Ça va changer le monde parce qu'on vit tous avec des choses comme ça en permanence aujourd'hui. Si on prend un peu de temps, je ne sais pas, si vous arrivez, bon, il n'y a pas de métro à Lugano, vous avez de la chance, mais il m'arrive des fois de prendre le métro ou le bus. Je lève la tête et je vois que tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde. Des gens d'apparence, d'âge, d'origine très différentes, de niveau social d'après leurs vêtements, etc. Et tout le monde sur le téléphone. Donc on est dans un autre univers. On est complètement la connectique du djihad, si vous voulez. Et ce monde des réseaux sociaux va permettre, contrairement à ce qui se passait à l'époque d'Al-Qaïda, où il fallait créer un spectacle pour attirer l'attention universelle, c'est-à-dire projeter Hollywood au journal de 20 heures. C'est les tours qui s'effondrent, qui est un film hollywoodien, les tours infernales, à part que c'est de la réalité. Mais pour cela, il faut créer un spectacle qui est destiné à la masse, qui a les codes du cinéma de masse hollywoodien. Et puis Al-Qaïda, même s'ils sont indépendants, enfin ils sont soumis au pouvoir de l'émirat du Qatar, mais justement comme c'est un émirat qui a quand même des relations avec les États-Unis, qui lui vend du gaz, qui est protégé par lui, bon, ils ont une marge de manœuvre, mais les États-Unis ne vont pas les laisser diffuser tous les jours des vidéos d'égorgement, si vous voulez. Et donc, là, après le 14 février 2005, c'est complètement différent, puisque la même personne peut être celui qui attrape l'otage, qui lui met la combinaison orange, qui l'égorge pendant qu'un autre le filme sur son téléphone, et qui ensuite met ça en ligne sur Telegram, WhatsApp, ou sur Twitter, ou tout ce que vous voulez. Snapchat. Et donc on change de monde parce qu'on passe dans le monde virtuel dans une autre réalité. Une réalité qui est complètement désinhibée par rapport aux codes sociaux dans lesquels nous vivons, là, comme assemblée, par exemple. Il n'y a plus aucune inhibition, sinon celle qu'on projette à travers la loi islamique. Et surtout, d'abord, sur l'État islamique, d'une certaine manière, est d'abord virtuel. Il advient d'abord sur les réseaux sociaux. On s'est projeté dans cette réalité. Elle n'est pas encore là concrètement, mais elle est là-dedans. Elle est sur l'écran. Et 2014, le 29 juin 2014, la réalité virtuelle
s'inscrit, alors vous me direz, c'est encore un écran, ça, mais elle s'inscrit sur un territoire concret. Et en ce sens, Daesh, contrairement à Al-Qaïda, est post-millénariste. Le royaume de Dieu sur terre est advenu. Ça y est. C'est très différent. Et c'est ce qui va vous expliquer que les gens de Daesh massacrent tout le monde, tous ceux qui ne sont pas conformes à ce qu'ils imaginent être l'idéal de pureté absolue. Car il faut purifier complètement le territoire qui est sous leur contrôle pour l'étendre et pour instaurer, d'une certaine manière, par capillarité, cette pureté islamique telle qu'ils le perçoivent à l'ensemble du monde. Vous me suivez? Donc, post-millénariste par opposition au pré-millénarisme. Il se trouve, j'étais la semaine dernière en Russie et avec des collègues qui avaient travaillé sur la Kolyma et sur les exterminations à l'époque stalinienne. Il y avait, rien qu'à Moscou, les centrales d'extermination, ça pouvait être 1200, 1500 personnes par jour. Pendant les moments les plus intenses, qu'on envoyait ensuite au crématoire. Et donc, là encore, le stalinisme avait créé l'utopie socialiste sur Terre. Ce n'est pas le royaume de Dieu, c'était le royaume du prolétariat, si vous voulez. Et donc, on éliminait tous ceux qui n'entraient pas dans la logique fantasmatique. Les mauvais, les ennemis de classe, les traîtres, les sociotraîtres, les koulaks, les trotskistes, etc., etc. Tous ceux qui n'étaient pas dans cette espèce de société pure. Et ce qui m'a beaucoup frappé, justement, à ce moment-là, c'est la façon dont vous avez, à partir de la fin 2014 et toute l'année 2015, vous avez des quantités de jeunes occidentaux. Et la France a été le plus gros exportateur de djihadistes. Pour une fois que nous sommes champions de l'exportation de quelque chose, on ne va pas bouder notre plaisir quand même, vers Daesh, qui allait là-bas vivre l'utopie. Et aussi bien, alors à travers ce qu'on sait d'eux, parce que j'ai des étudiants qui travaillent sur le monde virtuel, qui sont très au fait de ce qui se dit sur le monde virtuel. Un autre qui va soutenir une thèse tout à fait remarquable à partir de 80 entretiens en prison avec des djihadistes en France. Et donc on a leur représentation et on voit comment cette zone en Syrie est d'une certaine manière la projection de la représentation du monde idéale qu'ils ont construite à partir des quartiers populaires. Vous avez les quartiers populaires de Mirail à Toulouse, les quartiers populaires de Roubaix, de Montpellier, La Paillade, Molenbeek en Belgique par exemple, où se sont déjà constituées des zones qui sont des marqueurs salafistes, où les femmes sont voilées, les hommes portent la barbe, il n'y a pas de mixité dans la rue ou dans des cafés, on ferme le vendredi, on ne vend pas d'alcool, etc., etc. Donc les marqueurs sont là, mais néanmoins, il faut composer avec la société impie qui est autour, qui est environnante. D'accord ? Ensuite, vous avez un deuxième élément de la réalité qui est le monde des prisons. Ceux qui se sont livrés à des faits de terrorisme sont emprisonnés, qui sont attrapés. La prison est une sorte de lieu de filtrage ou de filtration de ce qui se passe dans les quartiers. Les quartiers, vous avez des interactions, des familles, etc. On doit faire d'autres choses, le trafic de drogue et compagnie. Mais là, en prison, on devient uniquement un djihadiste.
prisonnier, pur. On peut se consacrer au prosélytisme, notamment parmi les droits communs, et leur dire, c'est pas votre faute si vous êtes là. Bon, certes, vous avez estourbi une vieille dame pour lui piquer son sac, c'est pas terrible, mais c'est pas votre faute, c'est parce que la société raciste, islamophobe, etc., ne vous a donné aucune chance. Eh bien, il y a une rédemption possible, c'est pas la prison, la rédemption. La rédemption, c'est de devenir un combattant du djihad. Comme ça, ce péché d'avoir estourbi la vieille dame, bon, allez, c'est pardonné, à condition de tuer cette fois-ci plein d'infidèles. Et la projection de cela, quand on sort de prison, c'est d'aller là. Et au début des années 2010, il y a un certain nombre de djihadistes, avant que Daesh n'existe, qui ont été condamnés, parce qu'ils ont fait des filières en Syrie ou ailleurs, mais ils sont condamnés à l'époque à des peines très légères. Maximum 5 ans, et comme les prisons sont surpeuplées, au bout de 3 ans, il y a une remise de peine automatique. Donc les frères Klein, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui étaient les principaux idéologues du djihad français, qui sont morts à Barouz, là, il y a maintenant 3 semaines à peu près, dans les trous où ils s'étaient réfugiés, l'un des deux a fait 3 ans de prison, pendant lesquels il a été un prisonnier modèle. Il ne posait aucun problème aux gardiens. Il ne mettait pas le feu à son matelas, mais il se livrait à un prosélytisme extrême. Et d'ailleurs, l'administration pénitentiaire trouvait qu'il était bien, puisque quand il y avait des révoltes dans la prison, on pouvait utiliser le frère Klein pour les calmer. Donc vous voyez aussi comment l'administration, maîtrisant plus ce qui se passait, s'appuyait sur les djihadistes qui maintenaient un semblant d'ordre dont évidemment ils bénéficiaient. De même que la police s'appuie parfois sur un certain nombre de délinquants en banlieue pour faire régner l'ordre. Un exemple très amusant de tout ça, c'est Marseille, par exemple. Marseille, dont les quartiers nord sont quasiment entièrement tenus, enfin la principale ressource économique, c'est le trafic de drogue. Or, les quartiers nord de Marseille ont fourni très très peu de djihadistes. Pourquoi? Parce que les dealers républicains n'acceptaient pas que leur commerce soit perturbé par les djihadistes. Bon, alors ils donnaient un peu au djihad parce qu'il faut redistribuer la manne pour les œuvres pies, et puis comme ça on ira au paradis. Mais enfin, les djihadistes sont très peu entrés à Marseille. Il y a même eu une fatwa de Daesh qui condamnait Marseille comme de mauvais musulmans. C'est comme ça, du reste, que je me suis retrouvé en prison. Alors, un certain nombre de mes collègues auraient préféré que j'y reste pour de bon, d'ailleurs, mais bon, je suis sorti. Appelé par d'honnêtes dealers et d'honnêtes braqueurs de Seine-Saint-Denis, qui en avaient marre du prosélytisme des djihadistes dans la prison de Villepinte, qui est la grande maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, du 93, qui est située juste des fenêtres, on voit l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et donc les avions qui partent pour Istanbul et ensuite pour le Cham. Et donc je suis invité par cette association de gens qui voulaient peut-être bénéficier de remise de peine avec la bénédiction de l'administration pénitentiaire. Et ils me demandent donc de faire une conférence sur ce que je faisais. Bon, je ne tiens pas un propos particulièrement normatif, mais j'analyse un peu comme je le fais devant vous, avec les outils des sciences sociales, ce phénomène. Ce qui leur était complètement insupportable, puisqu'ils étaient les représentants, les instruments de la volonté divine sur Terre. Et d'être décrits comme un objet sociologique, c'était absolument insupportable. Donc,
je savais un peu comment je m'étais renseigné. Donc, alors j'étais là, à ma gauche, il y avait le plus gros braqueur de Seine-Saint-Denis, qui avait des biceps. Un biceps faisait mes 2 cuisses avec un tatouage. À ma droite, le meilleur dealer de la région, effectivement, il savait aussi ce que c'était que de récupérer les contrats et d'enflammer un pneu autour d'un type qui n'avait pas payé ce qu'il devait. Bon. Et donc il y avait les détenus, donc vous, et là, à la place de madame, le chef des djihadistes, qui était un recruteur qui avait un diplôme, une maîtrise d'histoire, qui avait envoyé beaucoup de gens en Syrie déjà, et puis un certain nombre de jeunes prisonniers fascinés qui étaient autour de lui, qui étaient là. Enfin, il était 2 ou 3. Il y en avait un que je connaissais déjà parce que j'avais vu son dossier, et quand il avait été arrêté, on avait trouvé des livres à moi chez lui. Enfin, pas de ma propriété, de ma plume, si vous voulez. Et qui étaient dûment soulignés avec des marque-pages, etc., en particulier dans les textes qui démontaient l'idéologie djihadiste. Et dans son interrogatoire, on lui dit, mais on a trouvé toute cette littérature chez vous, littérature djihadiste. Il dit, ben écoutez, chez Gilles Kepel, alors il y a la même chose, pourquoi vous ne le mettez pas en prison, lui? Donc lui, je savais qu'il était avec eux, mais qu'en même temps, c'était un maillon faible, si vous voulez, dans le dispositif djihadiste contre eux. Alors je parle, ils avaient bien préparé, et puis ils commencent à m'attaquer. Alors c'était d'ailleurs très intéressant, ça se passait dans une prison française. Et ils me disent, ouais, de toute façon, qui est-ce qui tue le plus? C'est vous ou c'est nous? Donc ils assumaient parfaitement qu'ils étaient des Daeshiens qui tuaient des gens. Mais ils justifiaient cela parce que, c'était donc en 2016, c'était un moment où les bombardements de la coalition internationale avaient déjà commencé sur ce territoire. Et toute la propagande de Daesh et consorts consistait à dire que ces bombardements tuaient les femmes et les enfants musulmans et que les attentats, si vous vous en souvenez, étaient toujours justifiés par l'agence Armak, l'agence de Daesh, qui veut dire le plus profond, le web profond, le dark web, si vous voulez, en disant l'opération, par exemple, de Nice, l'attentat de Nice ou du Bataclan, etc., a été effectuée par, il faut donner un nom ou pas, par des soldats de l'État islamique en rétorsion contre les actions de la coalition sur les enfants musulmans dans le califat, si vous voulez. Toujours une justification s'adressant à leur public, si vous voulez, enfin, leur public, je suppose. Donc, les gars oui, ce qui tue chez vous, c'est le plus, c'est nous, c'est vous. Bon, moi, j'ai dit que je n'étais pas personnellement responsable des bombardements, mais à partir du moment où j'étais citoyen français, électeur, où je n'étais pas devenu dissident, j'étais coupable. Et donc, je méritais aussi la mort. Et puis, la conversation commence à monter un peu. Les autorités de la prison se demandent comment ça va tourner, l'équipe d'à côté. Et puis, n'imaginez pas que vous amènerez des gens comme ça à Lugano. C'était si calme. Et puis, il y en a un qui commence à me chauffer un peu, et je lui réponds en arabe. Il ne comprend rien. Donc, je vois qu'il ne comprend rien, et je le lui traduis. Éclat de rire général des autres, des prisonniers, qui sont tous foutus de lui, en disant, ah, ben, tu ne fais pas le tata, tu fais pas le malin maintenant devant Kepel, hein, tu fais le canard, etc. Donc, ça les a rendus fous furieux. Et comme évidemment, en prison, tout le monde a des téléphones portables, hein, qui sont Villepinte. La prison de Villepinte, elle est très bien pour ça, parce qu'elle a été mise au contrebas d'un échangeur d'autoroute. Donc, vous n'avez même pas besoin d'une fronde pour envoyer les portables par-dessus le mur d'enceinte. Vous faites juste comme ça. Je vous donne le tuyau pour si jamais vous avez des... Donc, vous prenez 2 éponges à récurer, hein, madame, la vaisselle, vous mettez un élastique, vous écrivez pour Momo ou pour machin, et ça permet... Voilà,
enfin un autre ami à vous. Et donc, si le gars qui le ramasse et qui ne le remet pas à Momo, à la prochaine promenade, il est transformé en kebab. Hein, donc, à ce moment-là, les gars appellent à Raqqa et disent Keppel ado Allah, Keppel c'est un ennemi d'Allah. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement des fatwas contre moi, etc. Donc, ce monde était très connecté, oui. Le monde de Daesh, le monde dans la prison on faisait le prosélytisme, etc. Et cet univers de l'État islamique, finalement, c'est l'aboutissement de tout un processus. Il ne se crée pas ex nihilo. Il est l'aboutissement d'un processus mental. C'est pour ça, comme l'a dit la doctoresse Federica tout à l'heure, la disparition du territoire, évidemment, c'est très important, parce que le territoire leur donnait les moyens de mettre en œuvre, d'avoir une infrastructure exceptionnelle pour la mise en œuvre du terrorisme. Néanmoins, Daesh, c'est aussi une idée, ce n'est pas qu'un territoire. C'est réseau et territoire, si vous voulez. C'est l'interpénétration entre réseau et territoire. Or, les réseaux sont toujours là. Ils sont affaiblis. Et aujourd'hui, on voit bien sur ces réseaux que si l'idéologie, l'utopie mortifère, entre guillemets, est toujours présente, en revanche, le mode opératoire pose problème. Ils ne savent plus comment faire, pour l'instant. Mais, donc, c'est un phénomène qui se construit, d'une certaine manière, comme la réalisation in concreto de l'utopie millénariste. Alors, je reviens sur la question utopique, et ensuite on va voir les phénomènes concrets qui ont fait la construction de Daesh. En arabe, le terme Sham, qui s'écrit S-H-A-M, on peut écrire Sham, C-H-A-M si vous voulez, c'est un terme qui veut dire la gauche ou le nord. Shimel, en arabe, veut dire la gauche, Shamel, le nord, Sham. Vous vous mettez, en fait, il faut se mettre comme ça par rapport à la carte, oui. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, vous êtes à Lugano, vous regardez cette carte, d'accord? Donc vous êtes par là-bas. Regardez la carte. Donc, et vous vous couchez sur le côté. Donc, je vais mettre comme ça. Là-haut, c'est à gauche, d'accord? Et en bas, c'est à droite, d'accord? En bas, on va appeler ça Yamin, à droite, le Yémen. Le Yémen, ça veut dire le pays qui est à droite. Et le Cham, c'est le pays qui est à gauche, c'est-à-dire qui est au nord, et l'autre qui est au sud, d'accord? Donc, dans la prophétie, dans les prophéties mahométanes, on annonce la fin des temps. La fin des temps qui sera le jour où, alors évidemment ça ne date pas de l'époque du prophète, parce que ça fait état d'une mosquée, de la mosquée de Damas, qui n'existait pas à l'époque. Donc Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam, puisque le Coran considère que Jésus est un prophète. Il n'est pas fils de Dieu, mais il est un prophète comme les autres. Le dernier prophète, c'est Mahomet. Avant Mahomet, il y a tous les prophètes qu'on veut. Après, il n'y en a plus. Mahomet est ce qu'on appelle le sceau, S-C-E-A-U, évidemment, de la révélation. En arabe, Khatem el-Anbiya, ce sceau de la prophétie. Et tous ceux qui disent qu'il y a un prophète après Mohammed, dans les pays musulmans, sont massacrés tout de suite. Ça, c'est inacceptable. Donc, Jésus est, si vous voulez, ravalé de sa dignité de fils de Dieu, et il est un prophète comme les autres, et c'est lui, donc qu'on appelle en arabe Jésus, fils de Mariam, fils de Marie. Et c'est lui qui revient, donc, à la fin des temps. Il descend du ciel, il est musulman, comme tous les prophètes, qui sont en réalité musulmans, qui annoncent l'arrivée de l'islam, et qui, au moment où ils vivaient
ne savaient pas encore que étaient des précurseurs, si vous voulez, de l'islam. L'islam se perçoit comme l'aboutissement de tous les monothéismes précédents, du judaïsme et du christianisme, et considère que s'il y a encore des juifs et des chrétiens, c'est parce que les prêtres pervers du judaïsme et du christianisme ont, comme on le dit, falsifié leurs écritures. Les écritures sincères de l'islam, du christianisme et du judaïsme, en réalité annoncent la venue de Mahomet. Mais elles ont été falsifiées. Et c'est pourquoi le Coran, dans son texte, comporte des passages entiers qui sont repris à la narration biblique ou à la narration évangélique, mais dont les personnages jouent un rôle différent. C'est les mêmes personnages, mais les scènes sont différentes et aboutissent à la profession de foi, à la révélation coranique. Donc ce Jésus, fils de Marie, ce qui est aussi bien sûr une manière de récupérer le christianisme, descend du ciel, prend la tête des armées de l'islam contre le Dajjal. Alors le Dajjal, ça veut dire le charlatan, mot à mot, mais c'est en fait la figure, c'est un peu dans la fin, l'équivalent, parce que ça va être très parallèle, à la fin des temps chrétienne, c'est l'antéchrist, si vous voulez. À part, c'est pas l'antéchrist, le Christ est descendu sous la forme d'un musulman, mais donc c'est le principe du mal, le charlatan, et il descend, il prend la tête des armées de l'impiété, et ces armées de l'impiété, elles vont être battues par le Christ, par Jésus, fils de Marie, qui, à la tête des armées musulmanes, va islamiser le monde. Et ça se fait à Damas, au Cham. D'accord ? Donc, aller au Cham, c'est aussi se préparer pour la bataille finale. Les djihadistes qui sont au Cham, ce sont les soldats de Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam, qui va détruire l'antéchrist. Alors, il y a eu toutes sortes de débats parmi les djihadistes pour savoir si Bachar el-Assad était l'antéchrist. Alors, il y a des trucs assez drôles, enfin, dans les entretiens, les machins qu'on voit sur l'Internet, etc., il y en a qui disent « Mais non, c'est pas possible, tu as vu, Bachar, il est tout maigre, alors l'antéchrist, il est gros, il a des gros pieds, c'est pas lui. » Donc, il y a aussi une autre chose prophétique qui annonce que la bataille de la fin des temps aura lieu à Dabek, D-A-B-I-Q, un village qui est, vous voyez là où il y a écrit combattant, la flèche, là, un peu plus haut, entre la flèche combattant et, enfin vers la frontière turque. Un village où, dit-on, il y a eu une bataille au Moyen-Âge, mais où l'armée des Blonds, c'est-à-dire les Roumis, les chrétiens, rencontrera les musulmans. Et les Blonds seront battus. Et ce sera l'ouverture du monde à l'islam. Quand ils se sont installés, ils ont perdu des milliers et des milliers d'hommes pour conquérir la bourgade de Dabek, qui existe toujours, qui n'a aucune valeur stratégique particulière, sinon que c'était la traduction concrète qu'ils mettaient en œuvre la prophétie. Et ils ont appelé, ils avaient un magazine en ligne très glossy, un peu un Vanity Fair, si je puis dire, de l'État islamique, et qu'ils ont appelé Dabek, du nom de ce village, pour inscrire dans les faits qu'ils étaient ceux qui mettaient en œuvre la révélation. Oui, ils étaient post-millénaristes. Vous comprenez ? Donc, tout ça, alors évidemment, après, ils ont tout perdu. Mais quand on est post-millénariste, on considère que c'est une épreuve qu'envoie Dieu pour distinguer encore mieux les croyants les plus purs par rapport aux tièdes et aux mondains. Cela étant, au bout d'un certain temps, l'extermination des purs est telle qu'il n'y en a plus beaucoup et que ça ne marche plus. Donc il y a une économie politique, si vous voulez, dans le post-millénarisme, qu'il soit évangéliste ou musulman, qui fait que
si vous dépassez un certain nombre de limites, si vous voulez, les bornes sont franchies, comme on dit. En d'autres termes, la machine ne peut plus fonctionner. Et là, cette économie politique s'autodétruit. À force de tuer tout le monde, vous n'avez plus tellement d'amis. Surtout que dans le cas maintenant concret, comment ça s'est passé? Au départ, en Syrie, dont on en a parlé un peu la dernière fois, vous avez cette insurrection contre Bachar el-Assad, qui est d'abord une insurrection démocratique, comme dans les autres pays, puis qui n'évolue pas comme par exemple la Tunisie ou l'Égypte, avec la chute du régime, parce que Bachar el-Assad est le produit d'une minorité de la population, il fait entre 10 et 12%, les Alaouites, qui sont une secte probablement d'habitants originels de la Syrie, du Levant, qui se sont adaptés par syncrétisme, en prenant un petit peu de choses aux chrétiens à l'époque des croisés, puis aux musulmans, etc., pour survivre dans leurs basses montagnes, et qui ont construit la domination sur le pays, en grande partie, en fait, grâce au mandat français, puisque les Français, face à la majorité sunnite, qui était très hostile au mandat, s'est appuyé sur les minorités, sur les chrétiens qui faisaient les sous-officiers, puis étaient un peu plus éduqués, et les alaouites qui étaient dans leurs montagnes, qu'on a fait descendre pour en faire des hommes de troupe, qui du coup pouvaient se venger des bourgeois sunnites des villes, et qui ensuite, par la solidarité militaire, ont eu un salaire, ont eu une installation, et petit à petit sont devenus sous-offres, puis officiers, puis ont conquis le pouvoir à travers Assad, père Assad, surtout, qui était un vrai militaire, et les autres. Or, si jamais la population alaouite basculait massivement du côté de la rébellion, ils craignaient, probablement à juste titre, de se faire complètement massacrer par la majorité sunnite qui allait se venger de... La plupart des alaouites ne profitaient pas du système, mais néanmoins, ils étaient perçus comme tels. Donc on n'a pas eu le phénomène Place Tahrir ou autre en Égypte, c'est-à-dire la masse, la population qui apparaissait contre le régime, qui a fait tomber le régime. Le pouvoir d'Assad n'a pas été lâché par sa communauté, puis ensuite les Russes les ont soutenus, etc. Et donc la rébellion, qui est au départ démocratique, s'islamise de plus en plus. Elle est soutenue par les Koweïtiens, les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens, qui voient dans cette rébellion sunnite l'occasion de lutter contre l'influence iranienne chiite dans la région qui s'appuie sur Assad. D'accord ? Pendant ce temps-là, en Irak, dans l'Irak voisin, l'Irak, lui, est en majorité chiite. Alors, si je vous montrerai, je crois qu'on a un tableau. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, je vais essayer. Voilà. Vous avez l'Irak, là. Alors, vous voyez, la zone jaune, c'est en bas, qui est la plus peuplée, où il y a le plus de pétrole, c'est la zone des Arabes chiites, jaune foncé. La zone jaune clair en haut, c'est les Kurdes, qui sont en majorité sunnites, certains sont chiites, mais qui ne sont pas arabes, qui aujourd'hui, là où il y a les pointillés, à droite des pointillés, c'est le Kurdistan autonome d'Irak. Ces cartes sont dans le livre. Et en vert, ce sont les Arabes sunnites. Et en hachuré autour de Bagdad, c'est une zone mixte. Vous voyez toute la partie ouest du pays, là où c'est clair, c'est du désert, et là où c'est foncé, c'est habité. Toute la partie ouest du pays, du côté de la Syrie, est sunnite. Et vous voyez la ville de Mossoul qui est en haut, hein, sous le rond rouge, le grand rond rouge qui est en haut, qui a eu le sentiment, à partir des lendemains de l'invasion américaine, qu'elle était complètement marginalisée. Et Saddam Hussein était sunnite, il n'était pas très spécialement djihadiste, mais il a été éliminé, et les officiers baassistes qui connaissaient le renseignement, qui savaient servir des armes, etc., qui tenaient l'État, sunnites,
qui sont entrés en dissidence parce que les Américains et les chiites n'en voulaient plus, se sont rapprochés des djihadistes sur une base confessionnelle. Alors, après, on fait de la religion, mais parce que c'était aussi, sinon, ils craignaient de se faire éliminer. Et ces djihadistes d'Irak ont vu dans l'évolution de la situation en Syrie une excellente opportunité. Et ce sont eux qui sont entrés en Syrie et qui ont finalement réussi à construire Daesh. Daesh, en fait, au début, tout le monde l'aime bien dans la région. Le président Assad adore. Pourquoi? Parce que ça divise les rangs de son opposition. Et les gens de Daesh sont tellement extrémistes qu'ils commencent par tuer tous les autres rebelles qu'ils considèrent comme pas assez purs. Pour ça, pour Assad, trouve que c'est très bien. Du reste, l'armée syrienne, qui a la maîtrise des airs, ne détruit pas les puits de pétrole dont Daesh que Daesh contrôle à l'est. Assad paye même les fonctionnaires qui vivent sous Daesh. Il fait passer les salaires. Et puis, en plus, Daesh est vraiment monstrueux. Donc ça permet au régime syrien de dire à l'Occident, bon, allez, on n'est peut-être pas terrible, mais eux, c'est vraiment pire. Et en plus, c'est eux qui vous tuent. Du côté dans un premier temps, des États de la péninsule arabique, au fond, ils trouvent que les gens de Daesh sont vraiment des combattants exceptionnels, ils se font tuer, etc. Et qu'ils sont plutôt pas mal pour mettre un frein à l'expansion chiite dans la région. Ils affaibliraient le régime, ils seraient contre l'Iran, etc. Et donc, ils vont bénéficier de très gros soutiens financiers. La Turquie les trouve plutôt sympas aussi parce qu'ils raffinent du pétrole sur place et ils l'exportent en camion-citerne en Turquie à des prix cassés. Donc, tout le monde aime Daesh. Et on laisse passer, les Turcs laissent passer tous les Européens qui vont à Daesh. La frontière est poreuse. Et la situation va se retourner en 2015, après la création de l'État islamique, qui est devenu une entité tellement puissante, mais surtout à cause des attentats en France, Charlie Hebdo et surtout le Bataclan en novembre, cette année-là. Et il y a, à partir de ce moment-là, un retournement et des coalitions qui vont toutes prendre Daesh pour cible. C'est à ce moment-là qu'on va signer ce fameux traité, le JCPOA, que Trump a déchiré l'année dernière, qui dit, face au terrorisme de Daesh, tout le monde est uni. Donc les Russes envoient leurs avions dans la base de Hmeimin, c'est la base qui est au-dessous de l'Ataquié, là, sur la zone, oui, sur la frontière, sur la mer. Ils envoient une quarantaine d'avions qui vont bombarder les rebelles. Ils ne vont pas du tout bombarder Daesh, ils vont bombarder les rebelles soutenus par les Occidentaux, ce qui va permettre à Assad de reprendre le contrôle de la zone côtière. Et les Occidentaux, eux, bombardent le territoire du califat, et ce sont les Kurdes de la zone jaune en haut qui vont assurer, dans la partie syrienne en tout cas, l'essentiel des opérations terrestres. D'accord ? Ça sera en 2016 et 2017, puisque Raqqa tombe en octobre 2017 et Mossoul, elle, est tombée en août 2016, avec une armée chiite irakienne à la base, au sol, et des bombardements occidentaux. Alors, ce système que Daesh a monté, vous voyez, cette carte-là, elle a été faite comme une sorte de carte mentale.
c'est-à-dire c'est la représentation du monde de Daesh. Je sais que j'ai mes lunettes quelque part, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Généralement, elles sont sur mes yeux quand j'ai chargé ça. Donc, regardez la légende. En vert, vous avez la population sunnite à conquérir. Il y a celle qui est sous contrôle déjà, qui est assurée, et puis il y a la population sunnite de Syrie. D'accord? Vous voyez à gauche. En marron, la population kurde a réislamisé. Les Kurdes, la plupart sont sunnites, mais ils sont nationalistes. Donc il faut changer le nationalisme kurde en un djihadisme. Et vous avez quelques groupes djihadistes kurdes, mais ils sont minoritaires. En jaune, les hérétiques et les infidèles à exterminer. Les chiites, les alaouites sur la côte syrienne et libanaise, les druzes. En violet, au Liban, et là-haut, dans la plaine de Ninive en Irak, les chrétiens à réduire au statut de dhimmi. Les dhimmi, dans le vocabulaire islamique, ça veut dire notamment les protégés ou les tributaires. C'est-à-dire que quand on est théoriquement gens du livre, c'est-à-dire quand on est monothéiste, on a le droit théoriquement on a le droit de survivre sous domination islamique, mais en échange du paiement d'un tribut, d'une capitation, d'une taxe en tête, on n'a pas le droit de faire certaines professions, enfin on est des individus de deuxième zone, si vous voulez. En fait, dans Daesh, ils tuaient tout le monde, mais dans l'esprit, les chrétiens doivent être réduits à la situation de dhimmi. Et puis, les hérétiques, ou par exemple les yézidis, ont été complètement massacrés, qui étaient dans la zone nord, où les poches jaunes, vous avez écrit yézidi, Sinjar, vous vous souvenez, donc les hommes tués et les femmes réduites en esclavage et vendues. Pourquoi? Parce que, là encore, dans l'application post-millénariste des textes, les femmes des infidèles, elles font partie du butin des guerriers musulmans, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent les vendre, les racheter, etc. Donc on a une espèce de télescopage entre l'interprétation littérale du texte sacré dans une logique post-millénariste, où ça n'est plus un texte d'inspiration religieuse, c'est la loi. C'est la loi, c'est le royaume de Dieu sur terre, donc la loi est dans le texte. Donc on la prend au pied de la lettre. Et ce sont toutes les horreurs que vous avez vues à propos des femmes yézidis. Et c'était d'ailleurs l'un des éléments qui, dans les entretiens qu'on a, etc., transparaissait dans c'est pas la seule raison, mais dans la volonté de partir. Beaucoup de jeunes de banlieue partent célibataires. Et ils vont là-bas aussi pour avoir des femmes. En Syrie, ça se passe très mal, parce que les Syriens ne veulent absolument pas donner leurs femmes à ces hurluberlus qui arrivent d'Aubervilliers ou ils s'en méfient. D'ailleurs, les relations entre les Européens de Daesh, c'est-à-dire les Européens, aussi bien les immigrés que les convertis, c'est nombreux, sont assez mauvaises. Et du coup, la conquête des femmes yézidis va assurer l'assouvissement sexuel d'un certain nombre d'Européens ou d'enfants d'immigrés d'Europe qui vont là-bas et à qui on ne donne pas de femmes. On est des hommes, on veut se marier, explique-t-il. Donc ce système de projection et de purification, d'abord, je vous ai dit au début, on se projette dans cet état islamique concret, c'est la projection du virtuel et du texte. Il est sur place, on met tout en œuvre, on applique la loi de Dieu devient la loi de la terrestre, mais il y a un principe de réalité qui va être celui des bombardements et de la coalition, et des attaques sur le terrain. Donc, le groupe se fragmente de plus en plus, les Kurdes sont armés, attaquent, alors ça pose toutes sortes d'autres problèmes que vous verrez dans le livre si vous êtes intéressé. C'est-à-dire que les Kurdes de Syrie, donc, qui ont récupéré toute cette zone en jaune, là-haut, dans le coin,
et qui ont bénéficié d'armements américains extrêmement sophistiqués pour lutter contre Daesh, sont très liés aux Kurdes de Turquie du PKK, dont ils sont en fait une branche, qui luttent contre l'État turc. Et du coup, un certain nombre d'armes destinées à zigouiller Daesh sont passées vers là-haut. Fureur d'Erdogan et des autres sur le thème, parce que bon, les gendarmes turcs se sont fait dézinguer par des choses dont ils n'avaient jamais vu la semblance. D'ailleurs, c'était les armes américaines de dernière génération. Donc, ça crée ce conflit dont on parlera la prochaine fois. Mais les Kurdes, donc, sont en situation de détruire Daesh, mais ce faisant, ils ont tout un territoire. D'accord ? Et ce territoire, après la chute de Raqqa, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que une partie de l'establishment de Daesh avait disparu à Raqqa. Et certains ont été arrêtés, sans d'idéologues, parce qu'en plus, ils se sont tous purgés les uns les autres à la fin, comme ça se rétractait. Chacun était accusé d'être un traître, un machin, donc il y a eu des purges, des éliminations en grand nombre, des gens qui ont fui, qui ont été arrêtés. Donc l'un des principaux idéologues français de Daesh, un converti qui s'appelle Thomas Barnouin, fils d'enseignant d'Albi. Et finalement, vous voyez là cette carte de Fabrice Balanche qui est très douée, qu'on a, vous voyez, juste au-dessus de Abou Kamal, si vous le voyez, il y a une toute petite tache grise, là. En fait, c'est Barouz. C'est ce qui vient de tomber il y a 3 semaines, il y a 15 jours. Et qui était une petite ville à la frontière, enfin un village, un gros village à la frontière syro-irakienne, dans lequel s'étaient terrés des milliers et des milliers de personnes. Vous avez vu que l'offensive a pris beaucoup de temps et qu'il en sortait tout le temps. On a vu des images avec des fanatiques qui, en dépit de tout, sont allés là-dedans, qui n'ont pas voulu se rendre, qui étaient convaincus que Dieu allait les sauver et qu'ils ou elles combattaient pour le bien. Alors, les femmes avec les tripotées d'enfants, etc., vous avez vu les scènes qui posent aujourd'hui un problème politique énorme. Au début, on a eu, notamment en France, dans les autres pays aussi, un discours politique du style, bon, les enfants, c'est pas leur faute, il faut qu'ils reviennent. Certes, ils ont été traumatisés, mais bon, peut-être que les grands-parents pourraient les reprendre. Et les femmes, bon, bref, on va se débrouiller. Et puis les hommes iront en prison et ils seront jugés. Bon, le problème, c'est qu'il y a déjà 500 djihadistes et assimilés dans les prisons françaises, que ça fait exploser le système. Si on en rajoute encore 1000, là, le système pénitentiaire ne peut plus tenir. En plus, la perspective, alors les avocats disent oui, c'est incroyable, ce sont des citoyens français, ils demandent à être jugés dans leur pays et surtout d'avoir des douches, l'eau chaude, les parloirs familiaux aussi, vous savez vu ce qui s'est passé dedans. Donc ça, disons, le contribuable et les lecteurs moyens ne pensent pas que c'est le meilleur usage qu'on peut faire de ces impôts. Donc en gros, le sentiment aujourd'hui, c'est qu'ils crèvent. Et vu que nous avons des élections dans 1 mois et demi, plus aucun homme politique aujourd'hui, et surtout le gouvernement, bien sûr, qui est en charge, n'a dit qu'il fallait qu'ils reviennent. Là, bien entendu, et dans les autres pays, c'est pareil. Certains même éliminent discrètement leurs citoyens dans les camps. Donc, mais ce qui est très frappant, justement, c'est le phénomène de Barouz. Comment se fait-il parce que personne n'imaginait qu'il y en avait tellement. Les Kurdes qui les ont traqués les premiers. Ils étaient dans des trous sous la terre, ça sortait. Je vous avais vu les scènes avec ces camps. Il y a 40 000 personnes là, qui sont dans des camps. Parce que ça s'inscrit dans cette vision de choses. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant concrètement? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, oui. Est-ce que c'est fini ou non et comment? Alors, la matérialité du califat, oui.
C'est-à-dire que des opérations aussi sophistiquées que le Bataclan ou d'autres, ça n'est plus vraiment possible. Mais on a vu, par exemple, cette année, enfin en 2018, il y a eu des attentats au couteau, il y en a encore eu récemment dans les prisons. La perspective que ça gagne du terrain, pour l'instant, n'est pas très réaliste, puisqu'on voit bien que aussi, si vous voulez, à l'époque de ça avait quand même un impact. Ça a un impact, et y compris chez des gens qui n'étaient pas forcément de soutien très ferme, mais le sentiment que face à l'Occident, il y avait quand même un camp qui combattait et qui l'emportait. Et moi, avant d'avoir été condamné à mort, ce qui m'a permis de bénéficier d'une protection policière pendant 1 an et demi, de voyager dans des voitures de police toutes cassées, qui m'ont donné des sciatiques épouvantables. Je subissais encore à Lugano quand j'ai commencé mes cours l'année dernière. Mais du coup, je ne prenais plus les taxis, ni les moyens de transport. Or, juste avant, il était extrêmement fréquent d'avoir des chauffeurs de taxi avec des barbes jusqu'ici, qui je ne disais rien, mais qui me reconnaissaient dans le rétroviseur, et plusieurs qui se sont arrêtés pour me dire « Oh, monsieur Keppel, je ne suis pas du tout d'accord avec vous ». Quand ils avaient un biceps comme ça, je ne cherchais pas vraiment l'affrontement le plus immédiat. Ça a complètement disparu. On voit très rarement maintenant des chauffeurs avec des barbes comme ça, et je ne me suis plus... si vous voulez, il y a un peu... Bon, c'est pas une loi sociologique que j'énonce, mais on voit bien que disons, tout ce qui pouvait être une espèce de mouvance vaguement sympathisante, etc., aujourd'hui est plutôt... ne s'exprime plus. Cela étant, et puis leurs exactions ont été quand même effrayantes. Cela étant, les réseaux restent présents. Les chaînes TV sur Internet continuent. Il en renaît régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Et c'est un peu tout le problème qui se pose à nous aujourd'hui. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gars qui sont là-bas, ces femmes, ces enfants? Parce qu'il va falloir trouver une solution. Les Kurdes, très habilement, parce que vous vous souvenez que Donald Trump, il y a quelques mois, a annoncé « We're going to get out of Syria very, very soon », pensant lui aussi à ses élections prochaines. Et c'est « Bring the boys back home ». Et puis, pourquoi est-ce qu'on paye la facture? Après, tout ça ne nous concerne pas, c'est une histoire d'Européens. Du coup, les Kurdes ont commencé à être très inquiets. Les Turcs se sont massés à la frontière en disant on descend. Et on va éliminer toute la zone jaune. Maintenant, les Kurdes syriens ont des dizaines de milliers de prisonniers, qui sont pour eux une monnaie d'échange exceptionnelle. Si on les embête, ben les gens sortent et disparaissent dans la nature. Alors, bon, après, ils peuvent passer les frontières et arriver jusqu'à Chiasso. Évidemment, ils seront arrêtés. Mais donc ça, c'est un élément aujourd'hui qui est dans la géopolitique locale, qui est un facteur très important. Et qui est aussi une manière pour le YPG kurde, le YPG, de résister à la volonté des Turcs de leur faire leur affaire, et puis au sentiment d'Américains de « on s'en fiche, après nous le déluge ». Oui. Donc voilà à peu près la situation aujourd'hui. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est comment une idée qui se développe à partir de l'univers virtuel, qui s'inscrit dans la réalité quartier, prison et départ pour les Européens, qui en même temps rencontre
l'évolution de l'Irak, avec ses sunnites persécutés par les chiites, et celle de la Syrie, où la rébellion se sunnise de plus en plus. Tout ça crée un terreau favorable, dans lequel vous avez cet influx énorme de combattants étrangers qui viennent créer ce califat utopique, post-millénariste, mais qui finalement aboutit là, à Barouz. Et avec cette volonté que finalement, il vaut mieux qu'on aille là parce que Dieu va nous sauver. Il y aura un signe qui va nous... Bon. Aussi probablement le fait qu'ils soient tous réfugiés là, c'est qu'ils n'avaient nulle part où aller. Ils étaient en territoire inconnu, territoire syrien inconnu. Et alors qu'en Irak, la population, vous avez une population sunnite pro-Daesh qui reste importante en Irak, alors qu'en Syrie, elle était très très faible. En Syrie, c'était des étrangers. Il y a je terminerai là-dessus, je le raconte dans le livre d'ailleurs. L'année dernière, à cette époque, au mois d'avril, j'étais à Mossoul. Et donc, c'est là-haut, le point rouge. En zone sunnite, la ville est complètement rétamée. Hein. Et enfin, toute la vieille ville, il y a l'université, quelques immeubles encore debout. J'ai fait une conférence en arabe devant un public, là encore une fois comme vous, mais la moitié de la population, disons vous étiez ceux qui étaient restés à Mossoul et qui avaient collaboré discrètement au moins avec Daesh, et vous étiez partis, vous étiez revenus. Donc déjà, c'était pas l'amour fou entre les deux. Heureusement, vous pouvez vous réconcilier en tapant sur ce type qui venait narguer en parlant arabe. Et c'était un peu tendu. Ceux qui étaient restés, qui voulaient se faire blanchir, il y en a un qui m'a dit « Ouais, professeur, enfin, en arabe, dites-nous de manière sincère. » J'ai entendu, ne mentez pas comme d'habitude. Oui ou non, c'est l'Occident qui a créé Daesh? Je lui explique que je ne pense pas, non, c'est de l'idéologie. Mais lui était convaincu du contraire. Enfin, on disait qu'il était convaincu du contraire. Puis, j'étais accompagné par de mes anciennes étudiantes, qui est sunnite d'Arabie Saoudite, mais qui appartient à la grande tribu des Chammars, qui est la principale tribu sunnite de cette région. Et elle reçoit un SMS qui lui dit ne traînez pas, dépêchez-vous de retourner à Idlib, à Erbil, pardon, oui, la capitale du Kurdistan autonome où on est en sécurité. Ce que nous avons fait, on a avalé un kebab au snack de l'université et on s'est dépêché de se carapater. Donc, et là, on a quand même encore une population qui n'est pas complètement sortie de cette idéologie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, on a encore quelques minutes, est-ce que vous avez des questions, des remarques, Vous êtes rassurés? C'est l'essentiel. Très bien. Bon, Fédé, je crois la prochaine fois. Oui, allez-y. De mort? Où? Indéniablement plusieurs dizaines de milliers. Est-ce que c'est plus de 100 000? Je ne sais pas. En Syrie, on dit aujourd'hui au moins 500 000 morts. Pour toute raison. Les bombardements russes étant probablement l'une des causes les plus importantes en termes de nombre. En tout cas, beaucoup de monde, oui. Je dirais oui, plusieurs dizaines de milliers. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'il soit possible aujourd'hui de faire des comptes, parce que tout ça, c'est pas déclaré. Comment? Oui, bien sûr, des fausses communes, oui, bien sûr. Non, puis surtout, on ne sait pas qui est. Enfin,
il faudrait compter les cadavres dedans, mais ça, ça n'est rien par rapport à des gens qu'on n'a pas découverts. Alors peut-être qu'il y aura tout un travail à faire qui va être compliqué. Oui? Dans quelles conditions peut-on imaginer un retrait des troupes turques du nord de la Syrie? Ben là, elles ne sont pas entrées. Hein, elles sont massées sur la frontière. Mais dans la zone amont, elles sont présentes. Ah oui, oui, pardon, je voulais dire, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une question importante. J'en parlerai plutôt la prochaine fois, mais parce que là, ça nous demande des développements assez longs, y compris, c'est un élément de conflit très grave avec les Russes. Mais je vous expliquerai, comme en plus j'étais en Russie la semaine dernière, la politique russe dans la région et les alliances très compliquées qu'ils ont. À la fois, ils sont amis de tout le monde, mais simplement, quand vous avez des amis qui ne s'aiment pas entre eux, c'est compliqué de gérer ça. Ils sont amis d'Israël, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Turquie et des Kurdes. Donc ça fait ce qu'on appelle en anglais strange bedfellows. Mais rappelez-le moi, je vous le dirai la prochaine fois. Madame, mademoiselle. Oui. Oui, alors justement, l'avantage du virtuel et de l'horizontalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie. C'est-à-dire, vous pouvez, c'est des rhizomes, vous voyez, qui passent sous des racines qui passent sous la terre et donc de ce fait, on a un moment, on a beaucoup craint quand Daesh commençait à aller mal, qu'ils ne transfèrent leurs djihadistes vers la Libye. Là, il y avait toute une, alors là, il y a eu beaucoup d'actions menées. Et je crois que c'est à ce moment-là, d'une certaine manière, que le maréchal Haftar, pour le grand chagrin des Italiens et la grande joie des Français, a bénéficié d'un très net soutien occidental, plus qu'on l'a dit, parce que les djihadistes étaient surtout là, dans la région. Il y a une carte de Libye ici, je crois. Oui, voilà. Dans la région, vous voyez, là c'est les djihadistes, Darna principalement, Benghazi, le Marj, c'est là que vous aviez de très fortes poches djihadistes qui ont été largement rétamées à ce moment-là par les troupes d'Haftar au sol et par les bombardements des forces spéciales françaises et américaines. Au Mali, ben, c'est en train de renaître, effectivement, et là maintenant, la grande inconnue, c'est ce qui va se passer en Algérie. Parce que là, ça commence... Comment? Et au Soudan également, oui. Mais alors, le Soudan, disons, on s'en fiche, c'est loin. L'Algérie, c'est tout près. Hein. 4 millions potentiellement qui viennent. Donc ça, c'est un énorme enjeu. Alors, on verra dans 3 semaines ou dans 4 semaines. On fait la dernière séance, on verra ce que ça va donner. Mais l'Algérie commence comme elle avait commencé elle-même en 88, ou comme ça a commencé en Égypte. Ça ressemble beaucoup à l'Égypte, d'ailleurs. En Égypte, vous avez le pouvoir des militaires, des vrais militaires, qui veut se débarrasser de Moubarak et du renseignement qu'il contrôle. Moubarak veut mettre son fils au pouvoir. De même, Bouteflika, c'est le frère. Donc vous avez l'armée qui laisse les manifestations se faire, parce qu'elle-même veut se débarrasser de Moubarak dans un cas, de Bouteflika de l'autre. Puis le processus est assez compliqué. Donc il y a le mouvement révolutionnaire prend sa dynamique à soi. Puis les frères musulmans rentrent dans le jeu. Puis les djihadistes. En Algérie, Bouteflika a acheté les djihadistes de la guerre civile en leur donnant des licences d'import-export, etc. Aujourd'hui, Bouteflika est en partie, il s'estime très légitimement délié de tout serment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas quand même disparu par l'opération du Saint-Esprit. On voit ces jeunes filles dévoilées qui parlent français, qui sont pour la démocratie, mais bon, tout ça
ça reste quand même un petit peu prudent. À Paris, l'opinion a bougé pas mal parce que tous les dimanches, nous avons vendredi les manifs à Alger, samedi les gilets jaunes, enfin ce qu'il en reste, et le dimanche, les Algériens de Paris qui manifestent place de la République. Ce qui a, au début, tout le monde était très enthousiaste, puis ça a commencé à tourner un peu au vinaigre, avec, vous avez vu notamment l'agression de cette femme transgenre, etc., qui a immédiatement fait penser à des choses qui étaient placées place Tahrir, où vous aviez eu des viols assez nombreux et quelque chose d'assez complexe. Donc, pour l'instant, bon, il ne faut pas insulter l'avenir. Hein. On leur souhaite qu'un État démocratique se mette en place, etc. Mais enfin, l'expérience montre que ce type d'utopie n'est pas forcément réalisable immédiatement. Voilà, c'est sur cette note modérément optimiste que je vous quitte. Je crois, Fédé, pour la semaine prochaine. Alors, vous aurez quelqu'un de